Si je vous dis cœur, l'image qui vient quasi instantanément, c'est celle de la Saint-Valentin. Rouge, symétrique, parfait. Mais les sources qu'on a sur la table aujourd'hui nous montrent une réalité complètement différente. Déjà, la forme. Le vrai cœur humain ressemble plus à une sorte de pyramide triangulaire un peu penchée. Et même son poids n'est pas anodin. Les chiffres sont assez précis. Environ 300 grammes pour un homme adulte et un peu moins, 270 grammes pour une femme. Ce n'est pas une grosse différence, mais ça montre déjà que cet organe qu'on croit standard, en fait, il s'adapte à chaque morphologie. C'est ça qui est fascinant. Alors aujourd'hui, on met de côté les symboles et on plonge dans la mécanique pure. On a devant nous des extraits d'un traité d'anatomie assez classique et notre mission, c'est d'en extraire la substantifique moelle. On va essayer de comprendre comment cette machine incroyable est construite de l'extérieur vers l'intérieur. On commencera par voir où il est logé, à quoi il ressemble, puis on va s'aventurer dans ses cavités, ses portes, ses valves. Pour finir, par tout ce qu'il fait fonctionner, ses muscles, son alimentation électrique et même sa carrosserie de protection. C'est parti pour une visite guidée du moteur de notre vie. Bon, première étape, le situer. Où est-il exactement? On dit souvent à gauche, mais c'est un peu un raccourci, non? Oui, c'est un raccourci. En réalité, il est bien au centre de la cage thoracique, dans un espace qu'on appelle le médiastin, confortablement installé entre les deux poumons. La fameuse pointe du cœur est bien orientée vers la gauche, c'est ça qui donne cette impression, et comme tu le disais, sa forme générale est celle d'une pyramide à trois faces. Mais ce qui est vraiment contre-intuitif, c'est que l'orientation de cette pyramide, elle n'est pas fixe, elle bouge. Elle bouge. Comment ça? Elle se balade dans la cage thoracique? Pas exactement, mais son axe, son inclinaison, s'adapte à la morphologie de la personne. C'est un détail qui m'a toujours fasciné dans les sources. Chez quelqu'un de grand et mince, avec un thorax étroit, le cœur est plus vertical, plus allongé. À l'inverse, chez une personne plus trapue, avec un thorax large, le cœur s'horizontalise. Il est comme couché. C'est incroyable. Donc le cœur n'est pas juste une pièce standard qu'on insère dans un corps, il s'intègre et s'adapte à l'architecture globale. Exactement. Il est en dialogue constant avec le reste de notre squelette. Il n'est pas un organe isolé dans une boîte. Il fait partie d'un tout cohérent. D'accord. Pour le décrire, les anatomistes parlent de trois visages ou faces. Une face avant, contre le sternum, une face inférieure qui repose sur le diaphragme et une face latérale gauche. Et à sa surface, on voit des sortes de creux, des sillons. Un peu comme des rides? On pourrait dire ça. Les principaux, c'est le sillon interventriculaire entre les ventricules et le sillon atrioventriculaire entre les oreillettes et les ventricules. Et ces lignes ne sont pas juste de la décoration, hein. Elles sont la carte de ce qui se passe à l'intérieur. Elles marquent à l'extérieur l'emplacement des cloisons qui séparent les différentes cavités. Ah d'accord. Donc ces coutures à la surface sont en fait le plan de l'architecture intérieure. C'est la transition parfaite. Suivons-les pour voir où elles nous mènent. Qu'est-ce qu'on trouve si on passe la porte? On trouve un appartement de 4 pièces. Deux en haut, plus petites, les oreillettes ou atrium, qui agissent comme des salles d'attente, elles reçoivent le sang. Et deux en bas, beaucoup plus grandes et musclées, les ventricules, qui sont les salles d'expulsion. C'est elles qui font le vrai travail de pompage. Et le point crucial, c'est que cet appartement est coupé en deux. Un mur totalement étanche sépare le côté droit du côté gauche. Et pourquoi cette séparation si stricte? Parce que les deux côtés ne font pas du tout le même travail. Le cœur droit reçoit le sang pauvre en oxygène du corps et l'envoie vers les poumons pour qu'ils se rechargent. Le cœur gauche, lui, reçoit ce sang fraîchement oxygéné des poumons et le propulse dans tout le reste du corps. Mélanger les deux serait une catastrophe. Cette séparation est assurée par des cloisons, les septums. Et le septum qui sépare les deux oreillettes, le septum interatrial, cache une petite merveille. Une merveille? Dans une cloison? Oui, une sorte de secret de famille. On y trouve une petite dépression, une zone plus fine, qu'on appelle la fosse ovale. Une fosse? C'est quoi? C'est une cicatrice. C'est le vestige d'une porte qui existait avant notre naissance. Chez le fœtus, les poumons ne fonctionnent pas, ils baignent dans le liquide. L'oxygène vient du placenta. Le sang n'a donc pas besoin d'aller dans les poumons. Du coup, il y avait un trou, le foramen ovale, qui permettait au sang de passer directement de l'oreillette droite à l'oreillette gauche, en court-circuitant les poumons. À la naissance, au premier cri, la circulation change, la pression s'inverse et ce trou se ferme comme un clapet. La fosse ovale, c'est la trace de cette porte murée. C'est un souvenir permanent de notre vie intra-utérine, gravé au centre de notre cœur. Attends, c'est fou! Donc on a tous en nous la cicatrice du moment où notre corps est basculé dans le monde aérien, où nos poumons se sont mis en marche.
C'est bien plus qu'une belle image, c'est une archive biologique. Et si on descend dans les ventricules, ces fameuses salles d'expulsion, c'est comment? C'est lisse à l'intérieur? Pas du tout, c'est tout le contraire. Les parois sont tapissées d'un réseau complexe de reliefs musculaires. Les textes les appellent poétiquement les colonnes charnues. On dirait l'intérieur d'une grotte avec des stalagmites. Certaines de ces colonnes ont une forme de cône. On les appelle les piliers ou muscles papillaires. Et du sommet de ces piliers partent de multiples petits filaments blancs comme des cordages de voilier. D'accord, donc un intérieur très texturé, un peu chaotique en apparence. À quoi peut bien servir tout ce relief, ces piliers et ces cordages? Ça a l'air de compliquer les choses. En apparence seulement. En réalité, c'est un système d'une ingéniosité incroyable. Ces cordages sont attachés aux valves qui séparent les oreillettes des ventricules. Il faut imaginer la force de la contraction d'un ventricule, surtout le gauche. La pression est monumentale. Elle doit envoyer le sang jusqu'au bout des pieds. Sans ce système d'amarrage, les valves, qui sont des membranes assez fines, seraient soufflées en arrière, vers les oreillettes. Elle se retournerait comme un parapluie dans une tempête. C'est l'analogie parfaite, Sam. Les piliers se contractent juste avant le ventricule, ils tendent les cordages qui retiennent les valves et les empêchent de se retourner. C'est un système anti-reflux de très haute précision qui garantit que le sang part dans la seule bonne direction. D'accord, vers les grandes artères. Exactement, et surtout pas en arrière. Donc, pour résumer l'intérieur, on a des cavités, des cloisons et des portes, les valves, qui sont sécurisées par un système de cordage digne d'un bateau de course. Il y a d'autres types de portes dans le cœur. Oui, à la sortie des ventricules, il y a les valves semi-lunaires, la valve aortique et la valve pulmonaire. Elles sont différentes. Elles sont formées de trois petites poches, trois valvules en forme de nid de pigeon, comme le décrivaient les anciens anatomistes. Quand le ventricule éjecte le sang, la pression les plaque contre la paroi de l'artère. Puis, quand le ventricule se relâche, le sang dans l'artère a tendance à retomber, par gravité. Il remplit alors ces petites poches qui se gonflent et se ferment hermétiquement. C'est simple, passif et terriblement efficace. On a donc un système de plomberie et de clapet absolument parfait. Maintenant, j'ai une question. Tout ça, c'est du muscle, le myocarde. Mais est-ce que ça repose sur quelque chose? Est-ce qu'il y a une charpente, un squelette à l'intérieur du cœur? C'est une excellente question. Et la réponse est oui. C'est un des aspects les moins connus, mais les plus importants. Le cœur possède un véritable squelette interne, qu'on appelle la charpente fibreuse. Ce n'est pas de l'os, mais un tissu conjonctif très dense et solide. Il est principalement composé de 4 anneaux fibreux situés à la jonction entre les oreillettes et les ventricules, juste autour des orifices où se trouvent les valves. Des anneaux, ils servent à quoi? À tenir les valves en place, charpente fibreuse est un excellent isolant électrique. Un isolant. Attends, je veux être sûr de comprendre. Ça veut dire qu'elles empêchent le courant électrique de passer entre les étages, entre les oreillettes et les ventricules? Précisément. Et c'est la clé d'un battement de cœur efficace. L'impulsion électrique qui commande la contraction naît en haut, dans les oreillettes. Si cette impulsion se propageait de manière anarchique dans toutes les directions, les oreillettes et les ventricules se contracteraient en même temps, de façon chaotique. Ce serait une sorte de tremblement inefficace. Donc, sans cette charpente isolante, le cœur serait une masse musculaire qui frémit, mais qui ne pompe rien. Ce serait la fibrillation, en fait. Exactement. C'est cet anneau de tissu, que l'on ignore souvent, qui fait la différence entre un battement puissant et coordonné et une fibrillation inutile. Grâce à cet isolant, l'influx électrique est forcé d'emprunter un seul et unique passage contrôlé, le faisceau atrio-ventriculaire, qui traverse la charpente. Cela crée un minuscule décalage. Les oreillettes se contractent d'abord pour finir de remplir les ventricules, puis l'influx passe et les ventricules se contractent avec toute leur puissance. C'est cette séquence qui fait du cœur une pompe parfaite. On a donc le moteur, la charpente, l'isolant et le circuit électrique, ce fameux système cardionecteur qui génère l'impulsion dans le pacemaker naturel. Mais un moteur qui tourne 100 000 fois par jour, il doit consommer une énergie folle. Comment est-ce qu'il se nourrit ? C'est un peu paradoxal. Il est rempli de sang, mais j'imagine qu'il ne peut pas juste boire le sang qu'il pompe. C'est un paradoxe très bien formulé. Le sang qui traverse les cavités du cœur passe beaucoup trop vite et les parois sont trop épaisses pour qu'il puisse s'en nourrir directement. Le cœur a donc besoin de son propre système d'irrigation privé. C'est le rôle des artères coronaires. Il y en a deux principales,
une droite et une gauche, qui naissent à la base de l'aorte, juste à la sortie du ventricule gauche. Elles courent à la surface du cœur, formant une sorte de couronne, d'où leur nom, avant de plonger dans le muscle pour lui apporter tout l'oxygène et les nutriments dont il a désespérément besoin. Et le retour se fait comment? Par les veines coronaires qui suivent le trajet inverse. Elles récupèrent le sang utilisé et le ramènent dans une grosse veine collectrice, le sinus coronaire, qui se jette directement dans l'oreillette droite. La boucle est bouclée. Le cœur se serre en premier, avant tout le monde. D'accord. On a la structure, l'électricité, l'alimentation en carburant. Il nous manque la carrosserie, l'enveloppe de protection. Le cœur n'est pas juste posé comme ça, j'imagine. Non, il est précieusement emballé dans un sac à double paroi, le péricarde. Les textes le décrivent comme un sac fibro-séreux, un terme un peu technique mais qui cache une conception très astucieuse. Explique-nous ça. Double paroi, ça veut dire 2 couches? Oui, la couche interne, collée au cœur, est le péricarde séreux. C'est une membrane très fine, lisse et humide. Elle produit en permanence un peu de liquide, une sorte de lubrifiant. Ça permet au cœur de battre des milliards de fois dans une vie, sans aucune friction, en glissant sans effort dans son enveloppe. C'est l'huile dans le moteur. Et la deuxième couche, la paroi extérieure. Je suppose qu'elle est plus solide. Mais à quoi bon? Le cœur est déjà super bien protégé par la cage thoracique, les côtes, le sternum. Quel est le risque réel? C'est une excellente question. La cage thoracique protège des chocs externes, c'est certain. Mais le péricarde fibreux, la couche externe, joue un rôle différent, plus subtil et interne. C'est un sac beaucoup plus robuste, fibreux et non élastique. Il a 3 missions. D'abord, il protège le cœur des infections venant des organes voisins, comme les poumons. Ensuite, il l'empêche de trop se dilater. Si le cœur reçoit brutalement une grande quantité de sang, ce sac inextensible l'empêche de gonfler au-delà d'une certaine limite, ce qui pourrait être dangereux. Et la troisième mission? C'est peut-être la plus importante de toutes. Il ancre le cœur. Grâce à de puissants ligaments décrits dans nos sources, le péricarde attache solidement le cœur au diaphragme en bas, au sternum en avant et même à la colonne vertébrale en arrière. Le cœur n'est pas flottant. Il est suspendu et maintenu en place de manière stable au centre du thorax, quelles que soient nos positions ou nos mouvements. C'est incroyable. Quand on y pense, on est parti d'une simple image de pyramide qui s'adapte à notre corps et on a découvert un univers d'ingénierie. Des cavités séparées par des murs qui portent la cicatrice de notre vie fétale, des valves qui fonctionnent comme des parapluies ou des nids de pigeons, une charpente qui est à la fois un squelette et un isolant électrique vital, son propre circuit d'alimentation et pour finir un double sac de protection lubrifié et ultra résistant qui l'amarre au reste du corps. La complexité est vraiment vertigineuse. Elle est. Et pour ouvrir la réflexion, il y a un dernier élément que les sources anatomiques décrivent avec une précision tout aussi grande, les nerfs du cœur. Le cœur est littéralement couvert de nerfs, qui proviennent de 2 grands systèmes nerveux, le nerf vague et le système sympathique. Des nerfs? Mais on vient de dire que le cœur avait son propre pacemaker, qu'il était autonome électriquement. À quoi servent ces nerfs alors? Ils ne servent pas à le faire battre. Le cœur peut battre tout seul, c'est vrai, mais ces nerfs sont là pour le réguler, pour moduler son rythme. Ils agissent comme un variateur de vitesse. Le système sympathique, c'est l'accélérateur. En cas de stress, d'effort, de peur ou même de joie intense, il envoie un signal pour que le cœur batte plus vite et plus fort. Le nerf vague, lui, c'est le frein. Au repos, pendant le sommeil, il ralentit la cadence pour économiser l'énergie. Ah, donc c'est là que la machine rencontre l'humain, en quelque sorte. Toute cette mécanique parfaite qu'on vient de décrire, elle n'est pas en mode automatique. Elle est directement branchée sur notre cerveau, sur nos émotions. C'est exactement ça. L'anatomie nous montre une pompe d'une efficacité redoutable, mais la présence et la densité de ce câblage nerveux nous rappellent qu'elle n'est pas une pompe isolée dans une salle des machines. Elle est intimement, physiquement, connectée à nos états d'âme. Chaque émotion que nous ressentons se traduit par un signal chimique et électrique qui vient chuchoter à l'oreille de notre cœur, lui disant d'accélérer ou de ralentir. Ce qui nous amène à une pensée pour la route, j'imagine. Oui. Une question qui dépasse la simple description anatomique. On vient de voir la preuve physique, le câblage bien réel entre le muscle cardiaque et le système qui gère nos émotions.
Comment est-ce que cette connexion, ce dialogue constant et biochimique a pu façonner notre perception culturelle, poétique et philosophique du cœur comme étant le siège même des émotions, de l'amour, du courage? L'anatomie nous décrit le comment avec une précision fascinante, mais cette connexion nous invite à nous interroger sur le pourquoi de cette symbolique si puissante et universelle. Est-ce que les poètes n'ont fait, depuis des millénaires, que décrire une vérité biologique qu'ils ressentaient sans pouvoir l'expliquer?